Cool. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire où on vous présentera les dispositifs JSI et VVSI. Du coup, je me présente. Tout d'abord, je m'appelle Hugo Coste. Je travaille pour Liane Coopération je suis chargé de missions en mobilité, jeunesse et citoyenneté. Et je suis aussi représentant de la plateforme Ready to Move sur l'axe formation, du coup, sur la partie Nord-Pas-de-Calais. Du coup, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet du webinaire et du coup de vous parler un peu du déroulé, de vous présenter les différentes intervenantes, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire un petit point technique rapide, histoire de vous expliquer un peu comment ça va se passer, qu'est-ce qui se passe si vous avez des soucis, etc. Du coup, comme vous le voyez là, affiché à l'écran, du coup, on conseille généralement pour utiliser ClickMeeting et pour suivre le webinaire d'utiliser Google Chrome. Si vous avez des petits soucis pour entendre, etc., ça peut venir du fait que vous utilisez un autre navigateur, notamment si vous utilisez Internet Explorer, qui peut ralentir un petit peu et gêner un peu le fonctionnement du logiciel. Je vous ai envoyé normalement à tous ceux qui sont inscrits les informations de connexion par mail, sachez du coup voilà qu'il est possible de rejoindre le webinaire aussi soit par téléphone, soit en utilisant une application mobile à télécharger sur votre portable. Voilà, on conseille plutôt de venir par l'application ou par le lien et le navigateur web, puisque par téléphone, vous ne pourrez pas accéder à la présentation et accéder au PowerPoint qui servira de support tout au long du webinaire. Donc ça serait un peu dommage, mais après c'est toujours possible de rejoindre par téléphone si vous n'avez pas d'autres situations qui fonctionnent. Dans tous les cas, tout au long du webinaire, je serai présent et d'autres personnes seront présentes pour répondre à vos questions dans le chat. Si vous avez des petits soucis techniques, etc., on pourra vous accompagner pour régler ça au mieux et que vous puissiez suivre le webinaire. Du coup, sur le déroulé, vous devez vous rendre compte que la majorité de vos micros, enfin tous les micros sont coupés, seuls les micros des intervenants seront ouverts au fur et à mesure lors du webinaire. Vous avez du coup un chat qui est à droite de la fenêtre qui vous permettra de poser vos questions tout au long du webinaire. On répondra à toutes les questions. On essaiera en tout cas de louper aucune autre question et de pouvoir répondre à toutes vos questions. Si éventuellement vous voulez faire une intervention que le chat, c'est un peu trop long pour l'écrire dans le chat, on pourra toujours ouvrir votre micro, mais dans ce cas-là, je vous demanderai d'être synthétique dans votre intervention pour éviter que le webinaire soit trop long et de vous assurer avant que vous avez un micro fonctionnel et une bonne connexion pour qu'on puisse vous entendre tout simplement, parce que sinon ça pourrait ne pas fonctionner et du coup ça servira à rien que j'ouvre votre micro. Avant du coup de rentrer plus en détail sur le déroulé du webinaire, je vais vous proposer de répondre à un petit sondage d'introduction. Et voilà, il y a 4 questions qui doivent s'afficher sur votre écran. C'est juste pour nous pour savoir à peu près d'où vous venez, quelle structure vous représentez, et pour connaître un peu votre rapport au JSI, VVSI, pour savoir si vous avez déjà répondu à un appel enfin, si vous y avez déjà déposé un dossier, si vous comptez le faire, etc. Je partagerai les résultats juste après, une fois qu'on aura la majorité des votes, et ça permettra du coup à nos intervenantes et à même toutes les personnes qui sont présentes dans la salle d'avoir un peu un ordre d'idée des personnes qui sont présentes. Du coup, pendant que vous remplissez, je vais encore vous donner quelques petites informations. Déjà, sachez que le webinaire est enregistré. Voilà, toutes les interventions sont enregistrées, le PowerPoint également. Il y a un replay qui sera mis en ligne sur la chaîne YouTube de Ready to Move, comme l'ensemble des webinaires qui sont organisés par la plateforme Ready to Move. Donc, si vous loupez une partie, etc., si vous connaissez des gens qui sont intéressés et qui voudraient revoir ce webinaire, il sera disponible en replay, donc vous pourrez le retrouver. Également, à la fin du webinaire, je vous enverrai un mail avec le lien vers ce replay, mais également également le PowerPoint qui aura été réalisé qui aura été présenté, pardon,
ainsi que les différents documents un peu clés dont on parlera. Si voilà, il y a des choses, si quelques documents, je pourrais vous les envoyer aussi également par mail. Du coup, maintenant que j'ai dit ça un peu pour vous présenter le fonctionnement du webinaire, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à vous préciser un peu qui on est, du coup, pourquoi on organise ça. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, je suis ici au titre de mon action dans le cadre de la plateforme dans le cadre de la plateforme des mobilités Ready to Move. C'est une plateforme située dans les Hauts-de-France, qui est un rassemblement de différentes structures qui a pour objectif de favoriser la mise en place de projets de mobilité sur le territoire des Hauts-de-France. Oui, donc je réponds à Pascal Varé, oui, c'est enregistré, je l'ai dit juste avant, donc tout est enregistré et sera visionnable en replay. Et du coup, ce que je disais, donc la plateforme Ready to Move, donc qui met en place différentes actions sur le territoire pour soit informer sur les dispositifs de mobilité, accompagner les acteurs qui souhaitent développer des projets, les conseiller, et former pour faire monter en compétence les acteurs du territoire sur les différents dispositifs de mobilité ou pour développer leurs projets. Dans le cadre de l'activité de l'axe formation de Ready to Move, on a lancé un cycle de webinaires. Donc là, c'est le troisième webinaire aujourd'hui. L'idée, c'est de pouvoir offrir des ressources et des informations sur les différents dispositifs de mobilité, sur la mobilité de manière générale. Du coup, voilà, on est à notre troisième webinaire aujourd'hui. Il y aura à peu près un webinaire par mois tout au long de l'année qui viendra vous présenter différents ou des dispositifs de mobilité, etc. Tous les webinaires seront retrouvés sur la chaîne YouTube de Ready to Move. L'idée, c'est du coup, en faisant ces temps-là, de vous permettre aussi d'avoir des ressources qui resteront en fait du coup disponibles sur Internet et que vous pourrez revisionner au besoin ou que les gens qui seront visionnables pour les gens qui n'ont pas participé au webinaire. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais clôturer les votes de l'enquête et vous partager les résultats. Du coup, hop, voilà, histoire que tout le monde puisse voir les résultats du vote. Donc, on a une majorité de structures des Hauts-de-France, donc structures plutôt associatives. Et du coup, pour la dernière question qui pourrait intéresser nos intervenantes, donc on a 9 structures qui répondent, qui prévoient de déposer un dossier à l'avenir et quelques personnes qui souhaitent juste avoir de l'information. Du coup, pour passer à la suite, alors, comme je le disais, du coup, moi, je vais m'occuper de l'animation de ce temps. Donc, vous me verrez régulièrement tout au long du webinaire pour interagir avec les intervenants et mettre en avant les questions qui seront posées dans le chat. Je serai accompagné par Thierry Malfait, que vous avez dû déjà voir écrire dans le chat, qui s'occupera de la modération et qui pourra me signaler si j'oublie des questions, qui pourra répondre aussi à vos questions tout au long du webinaire. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. On essaiera de vous accompagner pour que le temps se passe le mieux possible pour vous tous. Au niveau du déroulé du webinaire, le temps qu'on va vous proposer, vous avez dû le voir quand vous étiez dans la salle d'attente, mais du coup, on va avoir une présentation des dispositifs qui va être réalisée par le FONGEP dans un premier temps. Ce sera suivi d'une session de questions-réponses pour que vous puissiez poser vos questions sur les dispositifs et que vous puissiez avoir toutes les informations dont vous avez besoin. On aura ensuite du coup le CDSI de Boulogne qui interviendra pour vous présenter le rôle de parrain, un peu comment se passe l'accompagnement, etc., qui partagera son expérience. Et enfin, on aura Pauline Desfachel qui viendra présenter son expérience, son témoignage, en fait, en tant que personne qui a déposé et eu un projet, du coup, au JSI, VSI, et pour vous montrer, parler un peu de son expérience. Et de son projet. Donc, du coup, voilà les différentes intervenantes aujourd'hui. Donc, on aura Evelyne Ladé et Lucie Dutel du FONGEP pour la partie présentation, Juliette Carré pour le CDSI et Pauline Defachel du coup pour le lycée Saint-Marie pour vous partager son témoignage.
Du coup, sans plus attendre, je vous propose de démarrer tout de suite. Donc, je vais laisser la parole à Lucille et à Evelyne qui, du coup, vont vous présenter le dispositif et puis je reviendrai ensuite pour la partie question. Bonjour à tous. Merci Hugo et merci à la plateforme Ready to Move pour nous accorder ce temps pour vous présenter les dispositifs JSI et VVVSI. Je vous propose de commencer avec une brève présentation du FONGEP. Le cœur, il y a 3 piliers en fait qui composent le FONGEP. Le premier, c'est les postes FONGEP, dont peut-être vous connaissez le dispositif. Les postes FONGEP, ils permettent de soutenir les projets associatifs, notamment des associations d'éducation de jeunesse et d'éducation populaire. En 2019, on comptait 4 328 associations qui ont bénéficié de ces postes et 6 024 postes qui étaient en activité. Ils ont été cofinancés grâce à l'État à hauteur de 80% et aux collectivités à hauteur de 20% pour un budget total de 52 millions. Ce que j'ai pas précisé depuis le début, c'est que le FONGEP, c'est une association qui est co-gérée par l'État, les collectivités territoriales et les associations. En dehors des postes FONGEP qui sont soutenus par ce dispositif et notamment par l'État, le FONGEP aussi développe des expérimentations et des études, notamment c'est le cas pour les modèles socio-économiques des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Il me semble que ma connexion est un peu instable, donc Lucille ou Hugo, n'hésitez pas à me dire si ça coupe. On t'entend bien. Parfait. Pas de mon côté. On peut passer à la suivante, à la slide suivante. Un autre pilier aussi du FONGEP, c'est le PAGEP, c'est le pôle de conservation des archives. Il a notamment comme mission d'accompagner les associations de jeunesse et d'éducation populaire dans la conservation, la collecte de fonds et le classement de leurs archives pour garder une mémoire du secteur. Et le troisième pilier, c'est le pôle solidarité internationale. Je profite aussi de ce moment pour vous présenter le pôle. Lucille, qui m'accompagne, elle est notamment en charge de la gestion du JSI et du VVVSI, qu'on va vous présenter plus en détail. Le pôle Solidarité internationale, il est en charge de la gestion de plusieurs dispositifs de volontariat. Cette mission de gestion, mais aussi d'animation, elle a été confiée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. En dehors de ces dispositifs, on gère et on anime aussi ce qu'on appelle les postes FONGEP EXI. Il s'agit d'un soutien accordé par l'Agence française de développement aux associations pour un emploi salarié à temps plein qui vient renforcer le projet associatif autour de tout ce qui est l'éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale. Donc, le poste qui a cette subvention, il vient renforcer cet axe-là à travers la sensibilisation des publics bénéficiaires des associations sur cette thématique précise. Donc là, il y a le descriptif des postes FONGEP-EXI. Il faut savoir que c'est sur une base triennale. Si on a des associations parmi les personnes qui participent, sachez que le prochain appel à proposition pour ce financement, il sera lancé au courant du dernier trimestre de l'année 2020. Et le cofinancement actuel, il est de 8 000 € par an pour un poste dédié à plein temps. Je vais vous présenter les différents dispositifs de volontariat que l'on gère très rapidement avant
de vous présenter en détail les dispositifs JSI et VVVSI. Il faut savoir que ces dispositifs qui sont financés par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, leur objectif aussi, c'est de rapprocher au mieux les citoyens à la politique de coopération de la France. Environ, il faut savoir que tous les ans, autour de 1600 volontaires sont envoyés en mission de volontariat de solidarité internationale. Pour 2019, on a 1700 volontaires qui étaient en mission. Sur ces 1700, il y en a 715 qui commençaient une mission en 2019. Les principaux pays de mission, c'est le Cambodge, le Madagascar et les Philippines. L'âge moyen des volontaires, il est de 30 ans. Pour ce dispositif en particulier, il n'y a pas une limite d'âge. C'est un dispositif qui est ouvert à toutes les nationalités, mais ce qui est important, c'est que le pays où la personne réalise sa mission ne peut pas être son pays d'origine. Sur 2019, sur les 1700 volontaires, on a 61,5% de femmes et 38,5% d'hommes. Pour peut-être juste une information aussi importante, c'est que les pays, en tout cas, où doivent se réaliser les missions, c'est ouvert à tous les pays, sauf les pays de l'espace de l'Union européenne. Alors, je vais enchaîner sur la présentation donc, des dispositifs GSI et VVSI donc, qui sont en vue de ce webinaire. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Lucie Lutel, en charge des dispositifs GSI et VVSI au pôle Solidarité internationale du FONGEP. Donc, les dispositifs donc JSI Jeunesse Solidarité internationale et VVVSI Ville, Vie, Vacances, Solidarité internationale sont donc deux dispositifs similaires mais distincts dans les publics visés. Je le développerai par la suite. Ils ont trois objectifs. Le premier est de permettre à des jeunes français et à des jeunes de pays étrangers, donc de pays éligibles à l'aide publique au développement, de se rencontrer, d'échanger et d'agir. Donc l'objectif principal de ces dispositifs, c'est vraiment l'échange interculturel. Le second objectif est la promotion d'activités, enfin d'actions collectives, solidaires et durables. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'action de solidarité est plus une excuse pour permettre à des jeunes de pays différents de se rencontrer, d'échanger sur leur culture et de s'ouvrir au monde de manière générale. Et le troisième objectif, c'est d'encourager et d'accompagner des associations et des organisations de jeunesse en faveur de la paix, de la cohésion sociale et de l'accompagnement des jeunes, tout simplement. Donc la différence entre les deux dispositifs réside surtout dans le public visé. Il faut savoir que le VVVSI permet plus spécifiquement à des jeunes qui sont issus de territoires relevant de la politique de la ville de réaliser des actions de solidarité internationale. Donc aujourd'hui, on n'est plus aussi restrictif, c'est-à-dire que les jeunes n'ont pas forcément habité dans un quartier politique de la ville, mais doivent remplir certains critères, notamment au regard de leur parcours de vie voilà, ils doivent être beaucoup plus éloignés de la mobilité. Voilà, c'est plus des jeunes qui ont moins accès à des formes de mobilité internationale. Juste voilà, pour compléter, Lucie, oui. Pour le VVVSI, ça peut être aussi des jeunes ruraux. Tout à fait. Voilà, c'est éloigné de la mobilité de manière générale. Donc, ça peut être des jeunes ruraux comme des jeunes urbains. Voilà. Donc, comme je le disais, il s'agit de projets d'échange et d'actions d'intérêt collectif, donc qui sont menés par des jeunes, mais portés par une association française, donc de loi 1901 ou 1908. Et le projet se réalise en partenariat avec une association partenaire à l'étranger. Donc, il s'agit de deux groupes, un groupe français et un groupe de jeunes à l'étranger qui se réunissent autour d'une action de solidarité. Les deux groupes sont composés de jeunes, de 4 à 16 jeunes des deux côtés et de jeunes âgés entre 15 et jusqu'à 25 ans. L'action doit durer minimum 15 jours, dont 10 jours réellement consacrés à l'action.
Et les projets peuvent avoir lieu, que ça soit dans un pays éligible à l'APD ou en France. Dans ce cas-là, on parle de projets de réciprocité. Souvent, il s'agit de jeunes qui sont déjà partis à l'étranger et qui accueillent en retour les jeunes qui les avaient accueillis en premier lieu. Alors, il faut savoir que les demandes de subventions se réalisent 4 fois par an, donc selon un calendrier de dépôt qui est disponible sur la plateforme, sur le site du FONGEP, au sein de la rubrique Solidarité internationale. Donc, les demandes sont examinées 4 fois par an. Donc, tout d'abord par un jury en région. Donc, c'est des jurys oraux pendant lesquels les jeunes viennent présenter leurs projets devant des associations, devant le FONGEP et le ministère des Affaires étrangères. Donc, le FONGEP se déplace la majorité du temps en région, dès lors qu'il y a au moins 5 projets qui sont déposés dans la région. Sinon, le jury se passe en visioconférence. Et les demandes sont également examinées par un instructeur qui va présenter son avis lors du comité national. Le comité national est un comité paritaire. Alors, Evelyne, si tu bouges, je vais plus voir. C'est un comité paritaire, donc qui réunit des associations et des pouvoirs publics. Donc, le comité national, c'est vraiment lui qui rend la décision finale en prenant en compte l'avis du jury et l'avis de l'instructeur. Donc là, on vous invite à aller voir le calendrier des dépôts sur le site du FONGEP. Donc, concernant les financements, donc la subvention peut s'échelonner de 2 000 à 8 500 € et aller jusqu'à 10 000 € pour les projets en départ de l'outre-mer et de la Corse. Donc ça s'explique surtout par les coûts des transports internationaux, ce qui justifie les 10 000 €. La subvention ne peut excéder 50% du budget total du projet et elle permet de financer certaines lignes en particulier, donc qui sont à respecter lorsque les associations déposent un projet. Donc elle permet notamment de financer la formation au départ et la formation à l'interculturalité à hauteur de 15% du budget total maximum, les transports internationaux, donc à hauteur de 30% maximum de la subvention demandée, les frais de l'action de solidarité internationale, donc vraiment les coûts relatifs aux activités, et enfin donc l'éducation au développement, donc c'est-à-dire les restitutions, et la part parrain qui est maximum de 300 €. Le dépôt des dossiers se réalise en ligne, donc sur la plateforme dédiée. Donc là, vous avez les liens qui apparaissent, mais vous retrouverez toutes les informations sur le site du FONGEP avec les explications. Il y a un tutoriel qui vous guidera dans le processus de dépôt. Comme je le disais, le projet doit être déposé par une association porteuse de loi 1901 ou 1908. Et cette association doit être parrainée par une association habilitée, donc qu'on appelle association parrain, et donc qui va accompagner l'association et les jeunes dans leur dépôt de dossier. Cette association de parrain ou marraine, si on veut féminiser un peu, ce qui ferait du bien, elle doit être contactée 5 mois avant le dépôt de dossier, ce qui permet aux parrains vraiment d'avoir un réel accompagnement, de fournir un réel accompagnement. Le parrainage. Donc jusqu'ici, il faut savoir que les parrains doivent toujours, mais ça va évoluer dans les mois à venir, doivent appartenir à un des 7 collectifs de solidarité internationale regroupés au sein de Coordination Sud, ou doivent être un réseau régional multi-acteurs, RRMA. Donc la liste des parrains ayant déjà parrainé un ou plusieurs projets est disponible sur le site du FONGEP. Donc aujourd'hui, les parrains se limitent à ces associations qui appartiennent au collectif, mais aujourd'hui, le FONGEP et les associations membres du comité national réfléchissent dans le cadre d'un groupe de travail à l'ouverture du parrainage. On y reviendra. Donc le rôle du parrain, comme je le disais, c'est vraiment un rôle d'accompagnement, de conseil, et il est, et c'est important de le souligner, garant financier du projet, c'est-à-dire que la subvention est versée par le FONGEP au parrain, qui lui-même reversera la subvention à l'association porteuse. C'est lui qui va valider le dépôt de dossier en dernier lieu, et qui validera également le bilan du projet à la fin du parcours des jeunes. Les porteurs, de leur côté, leur rôle est vraiment d'être transparents et d'écouter les conseils de leurs parrains dans la construction de leur projet et dans tout leur l'accompagnement qu'ils peut leur apporter, et de respecter les échéances.
la relation FONGEP-parrain est liée par une convention de parrainage. Donc, comme je vous le disais, l'ouverture du parrainage, c'est vraiment un enjeu de l'année 2020 et 2021. Donc, il y a effectivement un groupe de travail qui a été créé, enfin des groupes de travail qui ont été créés à l'été 2019, dont un est vraiment responsable des critères de parrainage et de l'ouverture du parrainage. Donc, on réfléchit aujourd'hui à ouvrir ce parrainage à davantage d'associations, puisqu'on se rend compte qu'il y a dans certains territoires des associations, enfin peu de parrains, alors qu'il y a des associations qui pourraient tout à fait être capables de parrainer des projets. Donc voilà, c'est vraiment un enjeu important pour les mois à venir. Voilà. Dis-moi, Evelyne, si tu veux ajouter quelque chose. Non, si tu peux juste revenir, oui, pour préciser que en fait, nous, le lien primordial et auprès de qui est versée la subvention, c'est bien le parrain à travers la convention de financement. Par contre, la convention de parrainage, c'est entre l'association porteuse et l'association qui parraine, où sont bien distingués les rôles de chacun, les obligations de chacun. Voilà. Voilà, on tenait à vous donner quelques chiffres pour que vous puissiez visualiser un peu l'impact du JSI-VVSI sur les territoires. Donc, on a eu 145 projets JSI déposés en 2019 et 49 projets VVSI. Voilà, donc il y a quand même une forte disparité entre les deux dispositifs et c'est pour ça que l'enjeu est vraiment surtout de développer le VVSI et d'atteindre un public un peu plus large. Sur les Hauts-de-France, particulièrement, donc il faut savoir que quand même les Hauts-de-France sont la deuxième région ayant le plus déposé en 2019. Donc on avait l'Île-de-France avec 37 projets. Ensuite, en seconde position, les Hauts-de-France avec 23 projets JSI et 6 projets VVSI. Et ensuite, on avait la région Auvergne-Rhône-Alpes avec 19 projets. Donc voilà. Après, il faut savoir qu'il y a des disparités entre les différents départements. Comme vous voyez sur la carte, le Nord est particulièrement représenté. Il me semble que j'ai quelques chiffres. Dans le Nord, voilà, on a 18 projets JSI et 5 projets VVSI. L'Oise, 2 projets JSI et le Pas-de-Calais, 4 projets en tout. Donc il y a quand même un travail aussi à faire sur la répartition, sur la répartition au niveau régional. Voilà. Ensuite, on a les parrains ayant les associations ayant parrainé des projets en 2019. Donc, on a l'association Cap Solidarité qui en a parrainé pas mal en 2019. Donc, j'ai pas le chiffre, mais elle arrivait en tête. Ensuite, le CDSI Boulogne, le CRDTM et le stage. Voilà. Evelyne, je vais te laisser la parole. Là, Lucille, donc, elle a essayé de vous présenter en détail un petit peu le dispositif et le fonctionnement. Moi, je souhaiterais juste vous partager quelques éléments sur les évolutions et les améliorations des dispositifs. Comme l'avait indiqué Lucille, l'été dernier, en 2019, il y a plusieurs groupes de travail qui ont été lancés. Il y a une réflexion qui a été lancée pour améliorer et développer les dispositifs. À partir de 2020, on a généralisé les jurys en région. Avant, les jurys en région n'avaient lieu que pour les projets qui se déroulaient pendant l'été. Donc, les jeunes, ils étaient convoqués en mars et en avril au jury de leur région. Maintenant, ils sont généralisés. Ce qui permet aux jeunes de défendre, de présenter le projet et d'avoir un retour aussi des membres du jury sur leur projet et des recommandations à prendre en compte, ce qui améliore la qualité du projet. Ensuite, au niveau de cette sélection, donc il y a les jurys en région. Pour les jurys en région, on a essayé aussi d'associer évidemment les acteurs locaux. Il y a toujours aussi le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui est présent et aussi les services déconcentrés de l'État, notamment du ministère de l'Éducation nationale. Et comme vous l'a indiqué Lucille, dès qu'il y a 5 projets qui sont déposés dans une région,
on organise le jury, si possible, de façon présentielle, ce qui n'a pas été possible pour cette session en raison de la crise sanitaire. Mais nous espérons que les jurys pourront reprendre de façon présentielle dans les mois à venir. J'arrive pas à passer là. Merci. Dans cette optique d'amélioration des dispositifs, on souhaite rendre ces dispositifs beaucoup plus accessibles. Et nous essayons en tout cas, nous allons mettre en œuvre le nécessaire au niveau de la communication aussi et des collaborations et coopérations possibles au sein des territoires pour permettre cette égalité. Tu peux passer à la suivante, Lucie, j'arrive pas. J'essaye. Et le troisième point qui aussi va contribuer à l'amélioration des dispositifs, comme on vous l'avait dit, c'est la création de 4 groupes de travail qui ont été lancés, dont l'ouverture du parrainage, qui est un enjeu essentiel pour le développement de projets. Plus on a de parrains et plus les associations plus d'associations pourront être accompagnées et mieux accompagnées. Il y a tout ce qui est aussi une réflexion autour des critères des dispositifs, qu'est-ce qu'on finance. À partir de cette année, il faut savoir que les billets d'avion, pas les billets d'avion, mais les frais de déplacement rentrent aussi dans la subvention, dans la ligne des dépenses éligibles, ainsi que la formation au départ, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et un des enjeux très important, c'est tout ce qui est en lien avec la communication. Et nous sommes en train de développer les supports nécessaires et nous allons aussi essayer de développer un plan de communication, mais dans une région où on a peu de projets. Et je pense qu'on est arrivé à la fin de la présentation. Alors, du coup, n'hésitez pas là, on va prendre 10-15 minutes pour répondre à vos questions. Du coup, si vous avez des questions un peu sur le dispositif, voilà, il y a Evelyne et Lucie qui sont présentes pour vous répondre. Donc, voilà, c'est le moment. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et nous y répondrons, du coup. Enfin, Evelyne et Lucie y répondront. Peut-être je vais poser une première question le temps que les questions arrivent dans le chat. Du coup, quelles sont peut-être un peu les prochaines dates, les prochaines échéances de dépôt sur le JSI et sur le VVSI? Lucille, je te laisse préciser. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le calendrier est disponible en ligne. Alors, les prochaines dates de dépôt, je vous dis ça dans un instant. Evelyne, si tu les as en tête, n'hésite pas. Oui, oui. Alors, en tout cas, pour le T4, normalement, c'était le T4. Pour la 4e session de l'année 2020, elle était prévue, la date limite, c'était le 26 juin, mais en raison de la crise sanitaire, on a prolongé la date jusqu'au 26 juillet. Donc ça sera la date limite de dépôt pour des projets qui auront lieu pendant le dernier trimestre 2020, c'est-à-dire du 1er octobre jusqu'au 31 décembre 2020. Ils seront étudiés en septembre. Les jeunes qui vont déposer des projets seront convoqués, pareil, à des jurys en région. Je pense qu'ils se feront à distance par visioconférence. Et le comité national aura lieu le 18 septembre. Ok, donc on a une première question de Pauline, du coup de Fachel. Donc, la présentation du projet au jury en région implique-t-elle un support type PowerPoint? Quelle serait un peu la durée de la présentation et les éléments qui doivent être présentés au jury? 1 minute. 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 1 min
Pardon, Émilie. Vas-y. Vas-y. Alors, une présentation PowerPoint, c'est pas du tout obligatoire. Si les jeunes veulent en apporter une, c'est possible. Après, l'idéal, c'est de nous prévenir en amont pour qu'on puisse organiser ça de façon, organiser la logistique que ça implique. Mais sinon, non, c'est pas du tout obligatoire. Les éléments à présenter, c'est libre aux jeunes d'organiser cela comme ils veulent. L'idéal, c'est que tous les jeunes quand même interviennent dans leur présentation. Qu'est-ce que je voulais dire mais non, ils développent leur présentation comme ils le souhaitent. Donc, il s'agit surtout de présenter leur projet et de mettre en avant ce qu'ils souhaitent mettre en avant principalement, sachant que tous les instructeurs pendant le jury ont déjà lu leur dossier écrit. Donc voilà, il s'agit avant tout de démontrer leur motivation et leur parcours, comment ça s'inscrit dans leur parcours d'engagement. Et qu'est-ce qu'ils recherchent et qu'est-ce qu'ils ont compris de leur projet de solidarité internationale, comment ils se positionnent vis-à-vis des jeunes qu'ils ont eu en face, qu'ils ont en face d'eux, est-ce qu'ils ont déjà interagi avec leur binôme à l'étranger, et comment ils comprennent, ils ont compris l'action qu'ils vont mener. Voilà. Mais après, la présentation est assez libre, elle n'est pas du tout cadrée. Non. Et pour compléter la réponse de Lucille concernant le support type PowerPoint, on vous le déconseille. Vous avez, les jeunes n'ont que 15 minutes pour présenter le projet. Après, si ça peut vous aider psychologiquement d'avoir une présentation PowerPoint, si ça peut vous être utile, mais on ne vous garantit pas parce que comme les jurys ont lieu parfois dans des salles qui nous sont prêtées, on n'a pas forcément l'équipement. Et en visioconférence, ça risque aussi d'être compliqué. Et pour les éléments à présenter, de façon générale, comme l'a dit Lucie, il n'y a pas un cadre précis, mais en général, c'est présenter un petit peu le projet, ce que vous avez soumis au FONGEP, l'action, qui est le partenaire, comment a été construit le partenariat, aussi mettre en valeur ce que vous envisagez en termes de restitution en France. Ok. Du coup, je passe à la question suivante. Tu veux répondre, Lucille? Est-ce identique pour les jeunes provenant de zones prioritaires en milieu rural? Oui, donc comme on le disait à l'origine, effectivement, les quartiers politiques de la ville, le VVSI était surtout destiné à ce type de public. Maintenant, c'est tout à fait ouvert à tout type de jeunes éloignés de la mobilité de manière générale. Donc, les zones rurales sont particulièrement visées par le dispositif VVSI en particulier. Oui, et il y a un vrai enjeu d'égalité territoriale à ce niveau-là. Parce qu'on constate qu'effectivement, la plupart des projets déposés viennent des villes aussi. Donc, oui, tout à fait. Okay. Question suivante. Donc, quelqu'un qui demande s'il est possible d'avoir la liste des associations ou structures de parrainage par région. Je sais que là, du coup, vous avez parlé un peu des quelques structures qui parrainent en Hauts-de-France. Moi, je peux répondre déjà qu'on enverra la liste des parrains avec le PowerPoint à la fin du webinaire, comme ça tout le monde pourra les avoir. Mais j'imagine que vous les avez aussi de toute façon, Evelyne et Lucille. Oui, elles sont disponibles sur le site internet. Je crois que dans le PowerPoint, on a mis justement le document qui recense toutes les associations qui parrainent par région. Ouais, c'est classé par région, donc vous trouverez tout sur le site. Ok, peut-être qu'on peut la retrouver, je ne sais plus où. Bon, je ne vais pas fouiller dans le PowerPoint maintenant, je vous laisserai le soin de rechercher dans le PowerPoint, mais comme je disais, on vous renverra le document en pièce jointe également à l'issue du webinaire, comme ça vous n'aurez pas forcément à le chercher directement. Du coup, sur cette question, encore sur la question des parrains, comment peut-on faire pour mobiliser des nouveaux parrains? Est-ce qu'on peut avoir plus de précision sur le sens de la question? Je pense que l'idée, c'était pour répondre un peu à votre enjeu, du coup, de développer aussi le nombre de parrains sur le territoire pour pouvoir accompagner un petit peu plus de projets. La question, c'est de Thierry, directeur des SMA Picardie, qui doit se poser la question, pour comment on peut faire pour mobiliser des nouvelles structures, etc. Donc, je n'ai pas plus de détails.
Dans cet objectif d'ouverture du parrainage et d'avoir plus d'associations qui accompagnent les associations porteuses de projets, on essaye de travailler de près avec les réseaux régionaux multi-acteurs, avec les services déconcentrés de l'État, avec les référents de France Volontaire pour essayer de voir quelles sont les dynamiques et qui sont les associations qui peuvent aussi réaliser ce parrainage. Il faut savoir qu'en tant que parrain, il y a certaines obligations qui sont attendues et que le parrain, sur son travail d'accompagnement, il est appuyé économiquement, financièrement à hauteur de 300 €. Lucille, tu veux apporter des précisions? Après, il y a l'enjeu un grand enjeu attenant, c'est vraiment la formation des parrains et de ces associations. Donc, on travaille actuellement avec le groupe de travail à créer des supports de formation. Voilà, on est en pleine réflexion, donc on ne pourra pas forcément vous en dire plus, mais l'objectif serait de créer des outils qui permettraient à ces associations pouvant parrainer d'avoir la méthodologie et voilà, les outils pour le faire. Donc ça, dès qu'on aura avancé là-dessus, on le fera connaître. Voilà, on mettra en place la communication qui doit suivre derrière et on contactera les acteurs dans chaque région en fonction, comme vous l'a dit Evelyne tout à l'heure, des régions prioritaires et qui sont en manque de parrains. Oui. Aussi, je pense que c'est important, c'est que dans cette ouverture, en fait, on va casser un petit peu le système classique qui consistait à dire si une association était membre d'un des collectifs de solidarité internationale reconnus, elle pouvait devenir marraine ou parraine un peu de façon automatique, ce qui derrière ne garantissait pas non plus la qualité du parrainage. Donc, l'idée, c'est de s'ouvrir à de nouvelles associations qui travaillent, oui, dans la solidarité internationale, qui ont de l'expérience en matière d'accompagnement des jeunes, mais qui ne sont pas forcément membres dans des collectifs de solidarité internationale, mais qui font un très, très bon travail d'accompagnement. Ok. Je ne sais pas si les personnes ont encore d'autres questions. N'hésitez pas à les écrire dans le chat. Là, pour l'instant, on a posé toutes les questions qui ont été posées. Mais si vous avez d'autres questions pour Evelyne et pour Lucille, je vous conseille de les poser assez rapidement. Sinon, on va passer à la suite. Peut-être je vais laisser encore 2 minutes aux gens pour poser leurs questions. Et du coup, voilà. En attendant, peut-être si je pose je posais peut-être une autre question. Quels sont un peu les critères prioritaires que le jury est amené à retenir pour valider le fait que le projet est considéré comme de qualité? Est-ce qu'il y a des critères un peu bonus sur lesquels vous êtes particulièrement attentif pour ce dispositif? Evelyne, je ne sais pas si tu veux répondre. Je peux compléter. Alors, les critères, je réfléchis. Alors, excusez-moi. Les critères, donc ça va être tout d'abord la préparation à l'interculturalité. Donc ça, c'est un point très important. Donc la préparation des jeunes à l'action de solidarité qu'ils vont mener. Il faut que le positionnement des jeunes doit avoir été travaillé en amont avec l'association. Et normalement, il est idéal quand même qu'ils aient suivi une formation à l'interculturalité, qu'elle soit donnée par l'association qui dépose ou par une structure extérieure pour que le positionnement soit adéquat. Ensuite, tout ce qui va être relatif à la construction du budget. Voilà, il faut que ça respecte les critères du GSI-VSI. Sur l'action internationale, Evelyne. Alors, je pense que la question, elle concerne plutôt un jury au niveau de l'oral, non, Hugo? Oui, c'était plutôt ça. C'est pour savoir un peu
voilà, les critères bonus, qu'est-ce qui vous fait dire qu'un projet est vraiment un bon projet, etc. Un peu, voilà. Alors, je rejoins ce qui a été dit par Lucille. Je pense que ce qui fait la différence au niveau des jurys, c'est des jeunes qui ont fait des formations au départ et à l'interculturalité. On le ressent au niveau du jury, ce qui est exprimé par les jeunes, comment ils conçoivent la solidarité internationale et leur projet. Ça, c'est un plus. Cette préparation. Ensuite, au niveau de l'action, à savoir s'ils ont bien associé le partenaire, si c'est vraiment un projet co-construit, si on a des jeunes binômes en face, ça aussi, c'est des éléments qui peuvent être, en tout cas, mis en valeur lors du jury. Ouais, la cohésion de groupe, vraiment ce qui a mené à la naissance du projet, est importante. Vraiment, ce que disait Evelyne, c'est la co-construction. C'est ce qui est vraiment central dans les dispositifs GSI et VVSI, c'est-à-dire que c'est des projets certes accompagnés par des associations, mais réellement portés par des jeunes et qui doivent se faire dans un dialogue avec les binômes, voilà, les jeunes qui sont en face dans le pays partenaire et l'association partenaire. Donc la co-construction. Et aussi peut-être pour compléter lors du jury, on va dire que de manière générale, les projets VVSI, ce sont plutôt des jeunes qui sont accompagnés par une association. Il faut aussi que les jeunes soient impliqués dans la construction du projet et qu'ils soient en mesure de maîtriser toutes les informations relatives, même si je comprends que l'association pour un VVSI, elle accompagne plus les. Merci. Du coup, je vais passer la dernière question. Du coup, de quelqu'un qui demande si c'est possible d'avoir des données statistiques sur les associations des dom-tom en 2019. Je crois qu'on a plusieurs personnes des dom-tom qui sont présentes sur le webinaire aujourd'hui. Oui, c'est possible, en sachant qu'on a très peu de projets. On en a eu cette année, heureusement. C'est la Réunion qui a déposé des projets. Lucille, sur 2019, je crois que... Sur 2019, il n'y en a pas eu sur 2019, il me semble. L'année 2020, ça a été vraiment un début de dépôt des projets. En tout cas, pour la Réunion, effectivement, il y a eu 2 ou 3 projets depuis le début de l'année déjà déposés. Donc, voilà. Il y a un travail à faire à ce niveau-là. Et aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait une question à ce sujet, un des enjeux pour les dom-tom, c'est effectivement les parrains, les associations qui peuvent parrainer les projets. Donc, à La Réunion, je sais qu'il y a la Ligue de l'enseignement qui a parrainé les apprentis d'Auteuil. Mais dans les autres dom-tom, il faudrait qu'on puisse aussi travailler et recenser les acteurs ressources qui pourraient faire ce travail. Ok. Du coup, voilà, je vois qu'on n'a pas d'autres questions pour l'instant dans le chat. Si du coup vous avez encore d'autres questions après pour Evelyne ou pour Lucille, vous pourrez les reposer peut-être à la fin du webinaire. On pourra ouvrir les micros d'Evelyne et Lucille qui pourront vous répondre s'il y a des choses qui vous viennent en cours de route ou qui auraient été vous auriez oublié de poser pour l'instant. Donc je vois qu'il y a encore une personne qui a écrit dans le chat, donc je vais attendre 2 minutes du coup avant de libérer Lucille et Evelyne. Alors. Très bonne question. Du coup, est-ce que le parrain peut être originaire d'une autre région? Alors, c'est tout à fait possible, mais c'est pas l'idéal dans le sens où la proximité géographique fait que l'accompagnement sera forcément d'autant plus sérieux et ça permettra d'avoir des rencontres physiques. Voilà, c'est l'idéal, mais après, c'est pas du tout obligatoire. Il n'y a pas de restriction géographique. Bon. Eh ben, je pense que c'était la dernière question. Donc, du coup, on va passer à l'intervention suivante. Justement, c'est bien les dernières questions portaient un peu sur le parrainage. Donc, du coup, la personne qui interviendra ensuite, c'est du coup Juliette Carrette du CDSI, donc qui est parrain donc, dans la région des Hauts-de-France. Donc, il va pouvoir un peu vous présenter son expérience et vous décrire un peu son rôle de parrain. Donc, hop, je vais passer
animatrice. Du coup, Juliette, je t'invite à ouvrir ton micro et ta caméra, puis on va pouvoir passer à ta présentation. Alors, Juliette, je te rappelle que le bouton... Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Bonjour, je pense que là, c'est bon? Oui, c'est bon, Ouais, on t'entend bien. Super. Désolée pour le petit retard, il fallait que je me remette dedans. Alors, merci déjà de me donner la parole pour ce temps qui concerne une partie de notre travail au CDSI. Je vais peut-être rapidement rappeler qui on est et où on est aussi. Alors, donc nous, on est basé à Boulogne-sur-Mer. On appartient au réseau national Ritimo, qui en fait regroupe des associations. Alors, pas tant directement de solidarité internationale, mais plutôt d'éducation à la citoyenneté internationale. Donc, ce qui va très vite faire le lien forcément avec le dispositif du JSI VVVSI. Et donc, nous, à Boulogne, on est parrain depuis déjà de nombreuses années, dont j'avoue, je ne connais pas la durée, mais moi, en tout cas, je suis dans l'association depuis 4 ans et demi, donc je pourrais au moins vous parler à partir de cette expérience-là. Donc, je vais essayer de pas être aussi redondante par rapport à des choses qui ont déjà été dites, notamment par Lucille sur le rôle de parrain. Moi, je voulais juste profiter de cette intervention pour expliquer que être parrainé, c'est pas forcément une contrainte, et que d'entrée de jeu, quand on voit le dossier comme ça et l'exigence d'avoir un parrain, on peut se dire ah ok, il faut ça en plus, ça rajoute une difficulté. Et en fait, l'idée de mon propos, c'est justement de vous montrer que non, c'est plutôt au contraire une chance pour un porteur de projet de pouvoir avoir un parrain quand le parrain fait le boulot qui est attendu, forcément. Alors, dans le premier visuel que j'ai là présenté, j'insiste pas mal sur la notion d'engagement, parce que c'est sûr que c'est un engagement du porteur de projet de régulièrement aller vers son parrain et de travailler avec lui pour forcément avancer sur l'état du projet. Mais c'est aussi un engagement du parrain vis-à-vis du FONGEP. Du coup, j'avais en tête comme ça de vous redire deux, trois critères qui sont importants, mais qui ont été déjà dits par Lucille. C'est le fait que le parrain vérifie scrupuleusement le respect des critères d'éligibilité du dossier. Donc ça sous-entend que déjà on est dans une forme de entre guillemets contrôle, voilà, qui s'impose. Informe les jeunes sur les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, ça tout au long de l'accompagnement. Et le parrain est garant moral du suivi technique et financier du projet vis-à-vis des pouvoirs publics français et des autorités du pays d'accueil. Donc en fait, prenant le rôle de parrain à cœur, une association qui parraine n'est pas juste ne fait pas juste une signature en bas de page, mais a quand même un sacré engagement. Donc voilà, donc l'idée, c'est pas juste de venir à la fin et de dire parrainer mon projet et hop, c'est bouclé. Et voilà. Alors après, concrètement, comment ça se matérialise un parrainage? C'est pareil, Lucille, elle en a déjà pas mal parlé. Le fait qu'on signe une convention avant le dépôt du dossier, le fait que aussi depuis 2019, on est en co-lecture sur la plateforme en ligne où vous, les porteurs de projet, vous déposez votre dossier. Donc nous, on peut aussi échanger à partir de la plateforme. Et puis forcément, c'est des rencontres physiques et tous les temps d'échange nécessaires pour la préparation au départ et avant, après, enfin voilà. Et éventuellement aussi, donc ça prendra peut-être de l'importance à partir de maintenant, c'est la préparation au jury, pourquoi pas, pour les jeunes qui le souhaitent, puisque les jurys se sont généralisés. Voilà. Après, donc je parlais aussi d'appui, conseil avant, pendant, après. Alors là encore, c'est vraiment au cas par cas des projets parce que on a des associations de jeunes qui viennent nous voir
à des degrés assez différents de maturation du projet en quelque sorte, avec des jeunes qui peuvent venir en nous disant j'ai pas de partenaire, j'ai pas de projet, je suis au début de l'envie de faire quelque chose. Des associations qui, elles, vont venir avec déjà le projet, l'idée, le parrain, presque déjà le budget. Donc bon, voilà, forcément, nous, on s'adapte à ça et on travaille en fonction de toutes ces avancées-là. Mais c'est sûr que le parrain, un des gros atouts du parrainage, c'est aussi de pouvoir, dans le cas où les porteurs de projets n'ont pas de partenaire identifié, c'est aussi que les parrains, normalement, ont un réseau aussi de partenaires à l'international, ou en tout cas connaissent le champ de la solidarité internationale de façon assez large et peuvent non seulement trouver un partenaire qui pourra correspondre au groupe en projet, mais aussi éventuellement vérifier le sérieux du partenaire à l'étranger, ce qui aussi est parfois un gros sujet. Donc voilà. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour pour ces deux aspects-là. Après, moi, ce qui m'intéressait aussi le point sur lequel j'avais envie d'insister en tant que structure de parrainage, c'est plus la démarche éducative qu'on essaye d'avoir tout au long du projet. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est de questionner les jeunes sur leur envie de partir à l'international, leur envie de solidarité, et de se dire que si là, à 22 ans, j'ai envie de faire un projet de solidarité, ça s'inscrit peut-être dans un parcours de citoyenneté qui va être plus long, et que peut-être aussi j'arrive dans le champ de la solidarité internationale avec certains préjugés, en croyant, entre guillemets, parfois que je vais sauver le monde. Alors, c'est une expression, mais pour dire que parfois, on en fait un peu trop aussi par rapport à ses compétences. Donc, c'est tout ça, en fait. C'est tout ça, c'est ça la préparation au départ, c'est ça la préparation à la relation interculturelle, aussi où on travaille beaucoup la question du partenariat, parce que c'est aussi souvent là que ça bute. Alors, est-ce que ça va je ne sais pas si Hugo, tu es en écoute? Non? Bon, je continue. Alors voilà, donc là, c'est un peu sur cette question justement de la démarche éducative et les points sur lesquels on insiste, nous, dans notre accompagnement. C'est un peu ça, c'est très résumé. J'utilise aussi les dessins de Claire Robert là, parce que je les trouve assez géniaux parce qu'ils sont très parlants sur parfois des messages qu'on veut faire passer. Et donc voilà. Donc par exemple, un premier aspect sur lequel on réfléchit quand on est avec les jeunes en groupe, c'est quelles sont mes motivations. Et les motivations, on en a pour soi et on en a pour le groupe, et c'est pas toujours les mêmes. Et il faut mettre tout ça ensemble pour faire un projet qui fonctionne, autant au moment où on monte le projet que quand on est sur le terrain et que on doit se confronter aussi à une réalité qu'on n'attendait pas forcément. Donc on réfléchit à ça aussi, et puis on réfléchit à sa posture de je suis qui? Je suis un jeune Européen, je vais aller m'engager dans un pays du Sud. Est-ce que j'ai la légitimité pour faire ça? Comment je me présente? Voilà. Donc ce genre de choses aussi qu'on questionne. Et puis si c'est bien normal à 18-20 ans d'avoir envie de partir voir le monde, et c'est aussi l'occasion de se dire qu'on part pas pour des mauvaises raisons, et que si c'est des mauvaises raisons, on peut les laisser, et puis voilà. Et puis on peut essayer de garder le meilleur. Et voilà. Donc ça, c'est un premier aspect. Après, la rencontre, se préparer au départ à la rencontre interculturelle, pareil, hein, vous avez justement insisté sur ce point-là qui, pour nous aussi, est le cœur de l'accompagnement en tant que parrain. Donc sur l'aspect préparation au départ, il y a l'idée de devoir quitter son milieu, quitter sa famille, qui est pas forcément évident, et parfois les jeunes s'attendent pas forcément à vivre un petit choc à l'arrivée, donc il est toujours bon d'en discuter avant, faire sortir les peurs, les craintes, voilà, tout ce qui peut coincer. Et puis il y a aussi l'aspect sécurité,
Alors, bien sûr, nous, on n'est pas non plus, on n'est pas dans l'obligation de rappeler les règles de sécurité, etc. Mais je sais pas en fait si on est dans l'obligation de le faire, mais en tout cas, on le fait parce que il y a aussi des choses particulières. En sachant que nous, en tant que parrains, bien sûr, on n'a pas du tout la prétention de connaître l'ensemble des terrains l'ensemble des pays dans lesquels les jeunes pourraient faire des projets. Donc, bien sûr, nous, notre propos, c'est un propos global. On se renseigne éventuellement, forcément sur la réalité locale de chaque projet, mais voilà, sans non plus, avec toute modestie, bien sûr. Et puis la rencontre interculturelle, alors très utile quand on se lance dans un projet et que forcément en termes de communication, voilà, on peut aussi avoir des moments d'incompréhension, on peut faire des boulettes, au niveau relationnel, on peut se planter quand on est sur place ou avoir des mauvaises interprétations des choses. Donc c'est aussi tout ça que nous on travaille avec les outils de l'éducation populaire. Ça peut passer par des mises en situation, des jeux de rôle. Enfin voilà, quand on a la possibilité de le faire avec les jeunes, c'est vraiment ce vers quoi on va. Ensuite, le partenariat. Alors ça aussi, je disais tout à l'heure, c'est souvent ce sur quoi on doit travailler parce que la relation au partenaire, elle n'est pas toujours évidente. Pour donner des exemples concrets, on a souvent des groupes de jeunes qui viennent et qui nous disent nous, on a prévu un projet, je vais dire un truc au hasard, du 1er juillet au 20 juillet, donc tel été, à tel endroit, on va faire ça, voilà. Et quand on leur demande si le partenaire est bien informé, est-ce que c'est les vacances scolaires pour les gens là-bas, est-ce que leurs binômes sur place seront disponibles, et là, ça coince. Et ce genre de choses, en fait, ça révèle aussi pour nous que il faut aussi se replacer dans une autre posture vis-à-vis des partenaires et qu'on ne construit pas un projet hors sol en étant ici en France et en se disant tiens, j'ai envie de faire ça, mais que c'est plutôt dans le questionnement et le diagnostic qui se fait par le partenaire qu'on peut ensuite construire le projet. Donc ça demande aussi de casser pas mal de représentations qui sont sûrement le fruit aussi d'une certaine histoire de la solidarité internationale, des relations internationales, on va dire, entre la France et les pays du Sud. Et voilà, sans en faire des tonnes, clairement, ça se retrouve parfois dans les postures de chacun d'entre nous à un moment donné quand on n'est pas forcément, quand on n'a pas été dans la réflexion. Et voilà. Donc, on a aussi tout un tas de façons de travailler cette question du partenariat qui, en plus, j'aime bien le rappeler, n'est pas utile que dans le cadre du projet, mais en fait, elle est utile après dans la vie, dans le milieu professionnel. Voilà. Je pense que c'est une formation qui dépasse le cadre du projet pour lequel, là, on parle d'un JSI, VVVSI, quoi. Et puis enfin, alors le bilan. Alors parfois, pour le dire honnêtement, en tant que parrain, on doit parfois un peu courir après les jeunes parce qu'une fois que le projet est fait, c'est tout le challenge de se dire en revenant, non, c'est pas fini parce qu'il y a un engagement aussi vis-à-vis des pouvoirs publics qui est que vous avez été financé pour partir, mais il faut aussi en faire bénéficier votre territoire. Donc parler de ce que vous avez fait, parler de ce que vous avez vécu, puis éventuellement donner l'envie à d'autres jeunes de partir aussi. Et c'est là que nous, le parrain, on est aussi acteurs pour le bilan de projet, du coup. Et d'ailleurs, c'est pas anodin puisqu'on signe aussi le bilan qui doit être envoyé au FONGEP. On est aussi signataire de ça, donc on est aussi garant du fait qu'il y a eu un réel bilan et que c'est pas juste un bout de papier envoyé comme ça. Et puis, c'est le bilan du projet, c'est le bilan pour le groupe aussi, puis c'est aussi le bilan pour soi-même. Et il y a souvent aussi fort à dire entre l'avant, l'après, qu'est-ce qu'on s'attendait à trouver, comment ça nous a changé, etc. Et c'est bien idéalement, le parrain, s'il peut donner ce temps aux jeunes de pouvoir se retrouver et de redébriefer là-dessus, même 6 mois après, pour nous, c'est précieux, quoi. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Et puis je disais continuer l'aventure parce que l'idée aussi c'est que quand on accompagne les jeunes sur ces projets-là, c'est aussi
les accompagner sur une démarche plus globale, quoi, de se dire, bah voilà, vous avez fait ça, mais après, comment vous continuez à vous engager? Et finalement, est-ce que s'engager en solidarité internationale, c'est forcément aller dans un pays du Sud, ou bien est-ce qu'on peut pas faire des choses aussi depuis chez soi? Et voilà. Donc, c'était un peu en synthèse le travail que nous, on essaye de faire quand les jeunes jouent le jeu avec le parrainage. Et puis, je rejoins l'idée aussi, ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il y a vraiment besoin de faire connaître plus le dispositif du JSI VVVSI, parce que je trouve que comme appel à projet, il est très bien construit et que c'est vraiment une démarche d'éducation populaire plus que un dossier de subvention à monter, quoi. Et que du coup, on est souvent déçus de voir des projets de solidarité internationale qui se montent et avec des jeunes qui ignorent qu'en fait, ils auraient pu bénéficier de l'appel à projet en travaillant un peu autrement. Donc voilà, je rejoins l'idée de faire connaître ça. Merci Juliette. Du coup, je laisse aussi poser vos questions à Juliette qui pourra rentrer un peu plus dans les détails si vous avez différentes questions, vous voulez en savoir plus un peu sur le rôle du parrain. En attendant, on a eu quelques questions pendant ta présentation. Alors, je ne sais pas si c'est des questions auxquelles tu pourras directement répondre. Donc, du coup, Lucille, je t'ai repassé animatrice pour que tu puisses ouvrir ton micro parce que je suis pas sûr que Juliette puisse y répondre toute seule. Hop, je vais vous publier la première question. Donc, toujours sur le parrain pour savoir du coup si pour la prochaine deadline, donc du 26 juillet, il est possible d'être parrainé, il est encore possible d'être parrainé, ou s'il faut obligatoirement avoir les 5 mois qui sont indiqués sur le site, que le parrain ait été contacté 5 mois avant le dépôt du projet. Je pense que Juliette, du point de vue accompagnement, pourra plus répondre à cette question, mais en tout cas d'un point de vue strict du côté du FONJEP, c'est toujours possible, mais il y aura beaucoup moins de temps pour nouer une relation avec le parrain et pour avoir un accompagnement de qualité, laisser le temps au parrain de fournir des conseils sur la construction du projet et d'accompagner les jeunes dans leur positionnement. Donc, c'est quand même pas l'idéal, mais ça c'est toujours possible si vraiment vous voulez déposer à ce trimestre-là. Après, voilà, je pense que Juliette peut compléter sur la question de l'accompagnement. Ouais. Bah moi, pour ce coup-là, du point de vue réglementaire, je suis pas habilitée à répondre parce que la réglementation c'est plutôt FONJEP. Mais moi, en tant que structure parrain, je dirais que il faut voir le projet en fait. Si vous démarrez de rien et que vous n'avez pas encore les jeunes ou il faut voir où vous en êtes pour voir si le projet il est suffisamment abouti pour être présenté. Après, en effet, il n'y a pas d'impossibilité. Moi, je suis juste un petit peu dans l'interrogation parce que, nous, pour notre part, là, à Boulogne, on n'accompagne aucun projet sur le dernier trimestre 2020. Il n'y a pas de... L'incertitude, elle est tellement grande sur les destinations que là, pour l'instant, nous, on n'a pas de dépôt. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez une indication sur le pays en question. Okay. En attendant peut-être que Élodie puisse répondre en donnant un peu plus d'indications, je passe à la question suivante. Du coup, question pour savoir si les associations sportives peuvent faire partie d'un projet JSI-VVSI. Oui, c'est tout à fait possible. Il faut que ça soit des associations de loi 1901 ou 1908. Bon, pour les Hauts-de-France, loi 1901, mais oui, c'est tout à fait possible. Du coup, juste pour revenir sur la première question, du coup, c'est de Élodie Pillois, c'était pour développer un projet avec le Maroc. Ok, en tout cas, moi, si le souhait, c'est que le CDSI puisse accompagner, j'invite Élodie à ce qu'on se recontacte en dehors du webinaire.
Du coup, autre question, donc quelle est la démarche à suivre pour une association pour devenir parrain? Et donc là, ça concernerait surtout les territoires d'outre-mer hein, qui sont plutôt en manque de parrains, comme vous disiez tout à l'heure. Si l'association, pour l'instant, ne fait pas partie des collectifs, des 7 collectifs cités plus haut, ce n'est pas encore possible, mais la démarche à suivre sera très vite communiquée dès que l'ouverture du parrainage sera effective. Donc, on effectuera une communication auprès de nos partenaires et sur le site du FONGEP. On pense qu'il y aura sûrement une plateforme, en tout cas un module sur la plateforme GSI-VSI qui sera mis en place pour déposer une demande pour devenir parrain. Mais voilà, tout ça, c'est pas encore tout à fait décidé et clair, donc on communiquera en temps voulu à ce sujet. Du coup, je rebondis peut-être retrouver la liste des collectifs, je sais qu'elle était tout à l'heure dans le PowerPoint. Oui. Ici, voilà. Donc les collectifs habilités pour devenir parrain. Donc le CRID, le CLONG, Solidarité laïque, le GNAGEP, le CHD, la CHD, pardon, Groupe Initiative et le FORIM, voilà, ça faisant partie de Coordination Sud. Et les RRMA, du coup. Et les RRMA. Hop, alors il y a Evelyne qui me demande d'intervenir, du coup. Hop. Oui, moi je suis interpellée par la question de Badja. Je pense que Evelyne, elle veut peut-être répondre par rapport à ça. Du coup, et Evelyne, c'est bon, tu peux ouvrir ton micro. Le micro est juste sous la caméra, Evelyne. L'icône, c'est pas au même endroit que tout à l'heure. À droite, au-dessus du chat. Ouais. Non, tu as activé ta caméra, mais pas ton micro encore. Le micro, il s'active souvent après. Tu as 2 petites icônes rouges, il faut activer les 2. Il faut cliquer sur chacune des icônes. Les petites icônes rouges juste sous la caméra, du coup. Est-ce que tu les vois? Normalement, c'est tout en bas. Là c'est au milieu, en bas, hein, sous la tête de Hugo. Voilà, sous ma tête. Je n'ai que l'icône vidéo. Ah, étrange. C'est surprenant. Peut-être qu'il faut la passer en animatrice et que ça, je ne sais pas si ça a été fait. C'est ce que j'ai fait normalement. Donc là, Evelyne est animatrice. Donc normalement, elle devrait pouvoir déverrouiller son micro. Je regarde, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Surtout que ça a marché tout à l'heure. Donc c'est un peu surprenant. Bon, je ne sais pas. Du coup, dans le chat, Evelyne, peut-être. Oui, c'est ça. Si tu veux réagir, peut-être essayer de réagir dans le chat si l'école micro s'affiche plus. Sinon, tu m'appelles et je te mets en haut-parleur. Ça peut marcher. Système D. Du coup, en attendant, je vais passer une question. Bon. En attendant, je vais essayer de passer à la question suivante, mais elle a disparu de mes questions, je ne sais pas pourquoi. Du coup, qui était la question de Badja, donc qui demandait si faire un dossier maintenant, ce serait pas trop tard du coup pour la démarche d'un projet. Ah, c'est peut-être là-dessus qu'Evelyne voulait faire un retour
En tout cas, moi, c'est que mon point de vue, mais si c'est pour déposer un dossier, c'est-à-dire début juillet, donc dans quelques semaines, pour partir, pour un départ, donc pour une mobilité à l'automne, moi, ça me paraît trop court. Ouais. Je vois pas avec comment faire une mobilité à l'automne avec des jeunes qui sont du coup pas encore dans le coup. Et réussir à présenter dans 3 semaines quelque chose de cohérent au FONGEP, moi, ça me paraît pas trop possible, quoi. Mais je sais pas ce que Evelyne aurait répondu. En tant que parent, nous, ça nous paraît un peu... Je partage ton avis, Juliette. Je ne sais Comment? pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend. Désolée, c'est bizarre. Que je partage l'avis de Juliette. Par rapport au dépôt et au délai de préparation. Si on a prolongé le délai de dépôt, c'était aussi pour essayer d'avoir plus de visibilité sur l'ouverture des frontières et l'évolution du contexte de la crise sanitaire. Mais un projet JSI VVSI, ça demande du temps de préparation en amont, notamment la construction du partenariat. Donc oui, ça risque d'être un peu court d'essayer de monter un projet là dans les semaines à venir. Je me permets de compléter, d'autant plus qu'il faut vraiment que les jeunes prennent contact avec leur binôme et voilà, créer vraiment une vraie relation de complicité. Et le projet doit être co-construit, donc ça peut pas se faire en 3 semaines. Surtout dans le contexte actuel où la communication n'est pas toujours facile. Donc, non, ça risque d'être vraiment compliqué. Et de toute façon, ça se ressentira dans l'analyse du dossier, dans le passage des jeunes en jury. Donc, non, ça va être compliqué. Ok. Du coup, je propose de passer à la question suivante. Du coup, est-il possible pour un groupe de jeunes de bénéficier du VSI et d'un autre financement en même temps, comme le Bourse Initiative Jeunes, par exemple? Lucille ou Juliette? J'ai la question, je sais pas pourquoi j'ai la question qui n'apparaît plus, j'ai dû l'enlever. Moi, en tout cas, je peux répondre à la question du point de vue local sur ce qui se fait en région pour les groupes qu'on accompagne. Mais je pense que celle qui pourra aussi en parler juste après nous, c'est Pauline qui intervient après, qui elle accompagne un projet AR sur la liste, donc le même département que Yacine, qui est aussi dans le Pas-de-Calais. Et donc, oui, on peut coupler ça à d'autres financements. Alors, pas à d'autres financements du FONGEP, bien sûr, mais ici, les jeunes, souvent, ils couplent ça à l'appel à projet Imaginons un monde meilleur du conseil départemental. Et Pauline, elle vous dira aussi qu'elle a pu bénéficier de la bourse régionale Génération Mobilité. Le terme est peut-être plus exact. Mais bon, elle, c'est parce qu'elle travaille à partir d'un lycée. Donc, ce qui n'est pas le cas d'Yacine. Mais oui, on peut coupler des subventions. Hein. Il n'y a pas... Tout à fait. Je confirme, on peut démultiplier les sources de financement. Par contre, il faut faire attention à ce que, par exemple, pour les jeunes en service civique, l'action de solidarité internationale ne peut pas faire partie à la fois de leur mission de service civique et être inclus dans la demande de subvention JSI ou VSI. Ça ne peut pas être coupé. Mais sinon, c'est tout à fait possible d'aller chercher d'autres sources de financement. Oui. Par contre, pour compléter, je m'écoute en double, en écho. C'était au niveau des ressources de financement possibles, il ne faut pas qu'il y ait un double financement du côté du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, si vous sollicitez le financement JSI, VVSI, je ne sais pas s'il y a d'autres sources ou possibilités de financement. En tout cas, elles ne seront pas éligibles. Aussi, Yacine, elle mettait entre parenthèses bourse initiative jeune, et si je ne me trompe pas, c'est le conseil départemental qui finance ça. Donc, il faut choisir entre la bourse initiative jeune ou le dossier Imaginons un monde meilleur. Je pense c'est au niveau du département qu'il faut faire un choix. D'ailleurs, du coup, si vous voulez un peu plus d'informations sur
sur l'appel à projet Imaginons un monde meilleur du département du Pas-de-Calais. Pour information, on organisera un webinaire à ce sujet-là fin juillet. Donc la date devrait sortir sous peu. Vous pourrez retrouver les informations sur le site de la plateforme Ready to Move et sur le site de l'INE Coopération. Mais voilà, s'il y en a qui se posent des questions sur ce dispositif financier, on présentera avec le département du coup à la fin du mois. Je suis passé à côté d'une question. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement à la dernière intervention, puisqu'on a déjà pris un petit peu de retard. Du coup, je vais passer une animatrice et lui donner la parole. Du coup. C'est bon, Pauline, tu peux normalement ouvrir ton micro et ta caméra. C'est bon, Hugo, on me voit, c'est bon. On m'entend? Oh, super. C'est bon, on te voit et on t'entend. Bonjour à tous, et déjà merci de l'invitation, pour cette invitation, et je suis heureuse de pouvoir témoigner en fait d'une action que j'ai pu encadrer l'année dernière. Juste avant peut-être de commencer, je vais me présenter. Donc, je suis Pauline Desfachel, coordinatrice de la filière BTS et enseignante au lycée Sainte-Marie à Aire-sur-la-Lys. Et parallèlement à ça, chargée de mission de coopération internationale pour le compte de l'établissement. Donc nous, on fait partie du réseau des établissements agricoles privés. Et en fait, le réseau des établissements agricoles privés a pour mission de mettre en place des actions de coopération et de mobilité internationale. Donc c'est dans ce cadre-là que j'interviens notamment sur des actions de mobilité auprès des jeunes, et ce sont les raisons pour lesquelles je suis là aujourd'hui. Ok, du coup, je vais peut-être passer à la première question pour que tu puisses nous donner ton témoignage. Du coup, peut-être dans un premier temps, est-ce que tu peux présenter un peu l'association et comment ça se passe un peu pour le dépôt du projet? Quelles sont un peu les contraintes à prendre en compte et auxquelles tu as pu faire face? Alors, dans l'idée de pouvoir mettre en place des actions de coopération et de mobilité internationale, et de répondre à cette mission de l'enseignement agricole privé, le lycée, en fait, a créé une association destinée justement à ce type de projet-là en 2003, donc l'association Coup de pouce. Donc il y a eu un premier partenariat avec le Togo qui avait été lancé donc avec les membres de l'association. Et puis, faute d'investissement humain, faute de temps, l'association est tombée un petit peu en sommeil. Et donc sur l'année en fait scolaire 2018-2019, j'ai pu encadrer un groupe de jeunes qui avaient pour motivation de réaliser une mobilité internationale. Donc ce sont des jeunes issus du milieu rural qui n'ont pas forcément des opportunités de mobilité. C'est parfois très compliqué de pouvoir en fait se déplacer pour pouvoir trouver un boulot ou pour pouvoir accéder à des études. Et donc, ils avaient fait ce constat-là, et c'était l'une des motivations pour lesquelles ils ont voulu s'investir sur un projet de mobilité internationale. Et donc, pourquoi j'en viens à ce point-là? C'est-à-dire que l'association Coup de pouce était en sommeil depuis au moins 2007. Donc, vous imaginez bien, monter des projets de coopération et de mobilité internationale avec une association qui est en sommeil depuis autant d'années, c'est un peu compliqué. Ça ne justifie pas, en fait, un dépôt de dossier parfois. Et donc, du coup, on a décidé de mobiliser une deuxième association qu'on a au sein de l'établissement, une association d'étudiants, qui a aussi
un objet social destiné à la mise en place de projets et qui voulait s'ouvrir en fait au champ de la solidarité et de la mobilité internationale. Donc, avec le parrain, donc notre parrain était le CDSI, on en avait discuté et le conseil avait été justement de se dire il faut que l'association qui porte le projet soit active et un minimum d'activité financière et d'activité sociale pour pouvoir justifier de subventions publiques. Donc, on a fait le choix de mobiliser l'association CERC.com, donc l'association des étudiants du lycée, pour porter en fait le projet, notamment l'appel à projet GSI. Donc voilà. Là, l'association, si vous voulez, l'association CERCOM, c'est celle qui a porté le projet. Et en parallèle, les jeunes ont réactivé l'association Coup de pouce, donc depuis 2019. Et l'association Coup de pouce, en fait, va, pour le coup, pouvoir déposer et répondre à son objet social. Et donc, a prévu de développer un prochain GSI sur la session de la rentrée scolaire, il me semble. Du coup, est-ce que tu peux peut-être nous détailler le projet un peu étape par étape, voilà, de l'idée au dépôt et à la recherche de cofinancement? Donc en fait, au tout départ, les jeunes avaient cette motivation d'accéder à une mobilité internationale. Ils ne savaient pas comment, ils ne savaient pas par quels moyens et ils ne savaient pas sur quel type de projet s'appuyer. Donc, ils ont fait pas mal de recherches et ils ont été mis en relation avec le CDSI. Le CDSI qui nous a mis en relation avec notre partenaire, donc l'association Génération Solidaire, qui se situe à Fimela au Sénégal. Donc notre parrain a vraiment fait ce travail de mise en partenariat entre l'association des étudiants, le groupe de jeunes et puis l'association là-bas au Sénégal. Et donc le groupe était constitué de 10 jeunes en formation de BTS développement et animation des territoires ruraux. Donc on forme de futurs agents de développement, ce qui a facilité le travail et la construction du projet, c'est-à-dire que ils ont des modules professionnels qui tournent autour de l'ingénierie de projet et travailler avec des jeunes qui ont ces notions de conception de projet, de communication, d'évaluation, de suivi de projet, etc. C'est un atout à ce moment-là. Donc, étant dans le développement et l'animation des territoires ruraux, les jeunes voulaient axer leur projet sur ces thématiques-là. Et donc, après avoir échangé et construit le projet avec l'association Génération Solidaire au Sénégal, le projet a été défini, les objectifs ont été définis. Et donc, les jeunes ont travaillé sur la rénovation d'un foyer communautaire qui est mis à disposition à un groupement d'intérêt économique de femmes. Ce groupement d'intérêt économique de femmes travaille sur la valorisation, la transformation, la commercialisation de produits issus des ressources halieutiques et des produits agricoles. Donc elles étaient dans un foyer communautaire qui est dépourvu de normes sanitaires, normes d'hygiène, normes de sécurité, etc. Donc le besoin, il était là. Le besoin était d'accompagner ce GIE dans le but de valoriser l'activité des femmes, de développer économiquement le territoire et d'augmenter la productivité du GIE. Donc, ça a été dit tout à l'heure, le chantier solidaire, puisque ça a été un chantier solidaire, a été un prétexte à l'échange interculturel derrière ça. Et donc, le projet étape par étape, en fait, les jeunes
ont été mobilisés de la conception à la réalisation jusqu'à l'évaluation du projet. Ils en ont fait sa communication. Ce qui est important aussi, et je tenais à le dire aujourd'hui, ils ont pu participer à des événements en région qui, justement, sont des événements à destination de jeunes qui souhaitent réaliser les projets de mobilité internationale. Donc, ils ont pu bénéficier des témoignages lors du forum Cap sur le Monde qui est organisé par la région. Ils ont pu aussi rencontrer les partenaires et discuter encore avec des jeunes lors de la bibliothèque humaine de la mobilité. Alors à l'époque, elle avait eu lieu à Saint-Paul-sur-Ternoise. L'année dernière, on y était aussi, et elle avait eu lieu à Longness. Et voilà, le fait de pouvoir en fait capitaliser de l'expérience et de s'entourer de jeunes qui peuvent témoigner de ce que peut apporter un projet de mobilité internationale, c'est important aussi parce que on essaye de ne pas refaire les mêmes erreurs qui ont été réalisées, où on prend énormément de conseils et donc du coup on construit un projet aussi autour de ces conseils-là. Et les jeunes ont été aussi mobilisés, fortement mobilisés sur la partie autofinancement, puisqu'elle est importante aussi. Dans une demande de financement public, il y a une importance donnée à cet autofinancement. Et par le biais de leur formation, ils sont amenés à mettre en place énormément de projets. Et les projets qu'ils ont pu mettre en place avaient une double vocation, on va dire ça comme ça. Ils participaient déjà à la valorisation, à l'animation et au développement des territoires ruraux, puisque leurs projets se déroulaient en milieu rural. Hein. Donc on a eu des projets de randonnée équestre, on a eu un festival de rock, on a eu pas mal de choses comme ça. Et la deuxième vocation de ces projets-là, c'était de venir financer en fait le projet de mobilité internationale. Et le deuxième point sur lequel ils ont pu s'investir, c'est l'action de valorisation au retour. Hein, donc, il y avait eu déjà des travaux, des ateliers, on va dire des ateliers de sensibilisation réalisés avant la mobilité auprès de structures comme un point info jeunesse ou un centre socioculturel, où là, ils avaient été à la rencontre d'autres jeunes pour présenter leurs projets, présenter leurs démarches et puis échanger autour de ces notions de solidarité internationale, de citoyenneté, etc. Et il y a eu des actions au retour, donc auprès des partenaires qui nous ont suivis dans le projet, auprès toujours de ces acteurs de jeunesse, et puis auprès des collèges et des lycées, puisque, comme l'a dit Juliette, on a bénéficié du GSI, mais on a aussi bénéficié de l'appel à projet Imaginons un monde meilleur du département, et donc on se devait aussi de valoriser notre action au sein des établissements scolaires et notamment des collèges. La prochaine question, tu as un peu répondu, mais peut-être tu veux, je sais pas si tu veux revenir dessus sur la manière dont les jeunes ont été impliqués et qui ils étaient. Je pense que moi, tu as déjà un peu donné la réponse, mais je sais pas si tu... Donc oui, c'était 10 étudiants, donc il y avait 3 garçons, 7 filles, issus des Hauts-de-France, Pas-de-Calais et Nord. Donc en BTS développement animation des territoires ruraux au sein de notre établissement scolaire. Et voilà, ce qui a été intéressant, c'est le fait que l'initiative vienne d'eux. Et c'est quelque chose qui n'a pas été imposé. Ils l'ont choisi et donc du coup, ça a donné une autre dimension au projet aussi. Ils ont été ambassadeurs de leur mobilité. Ils ont pu appliquer, alors ça c'est la partie professionnelle, mais c'est ce qui est intéressant, puisqu'effectivement il y a un appel à projet au niveau de la région Hauts-de-France qui est destiné aux établissements scolaires, qui est l'appel à projet Génération Mobilité Plus. Et donc là, cet appel à projet-là valorise en fait le développement des compétences professionnelles, donc des jeunes dans le cadre de projets de mobilité internationale. Et donc du coup, voilà, ça les a rendus en fait actifs de leur insertion sociale, de leur insertion culturelle, de leur insertion professionnelle. Ils ont été impliqués du début jusqu'à la fin.
C'était facile parce qu'il y avait cette cohésion de groupe, on en a parlé aussi, hein, sans cohésion de groupe, ça rend les choses compliquées. Ils avaient, voilà, à travers la mise en place de leurs actions d'autofinancement et de leurs projets, pu créer des liens de solidarité, et donc du coup, ils ont pu les appliquer dans le cadre du chantier solidaire. Et ce sont des jeunes en fait qui n'avaient jamais, on va dire, profité d'une mobilité internationale. Et j'en avais même un qui n'était jamais sorti de son village. Et ça a été une expérience culturelle et humaine assez riche qui les a, on va dire, transformés. Alors certains, en fait, l'ont vécu et ils ne souhaitent pas la revivre. D'autres se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas faits pour ça. Et j'en ai 2 qui ont pris cette expérience-là comme une révélation. Et donc, cette première mobilité internationale les a amenés à réaliser un service civique international donc, au Brésil, ce qui prouve en fait tout l'intérêt de pouvoir mobiliser des jeunes sur ce type de projet-là, puisque ça ouvre des champs personnels et professionnels qui peuvent être intéressants. Donc voilà. Bien. Du coup, peut-être revenir un peu sur l'acceptation du projet, sur la réalisation, un peu comment ça s'est passé, combien de temps sont partis les partenaires étrangers au Sénégal? Alors du coup, le projet a commencé en mai 2018, où là, en fait, même on va dire avril 2018, où se sont posées les premières questions, comment, avec qui, où, et pourquoi. Donc les jeunes ont bénéficié d'une formation, hein, c'est Entreprendre avec les ODD, qui est menée par Cap Solidarité, hein, qui leur a permis d'ouvrir un peu leur vision en fait de ce que peut être la solidarité internationale, et puis les projets de mobilité internationale, et donc d'axer leur action également en répondant aux objectifs de développement durable. Donc ça, c'était une première action. On a été mis ensuite en relation avec le CDSI, qui nous a mis en relation avec l'association Génération Solidaire, donc au Sénégal. Et donc, dès la rentrée scolaire, hein, donc de septembre à avril, puisque la mobilité a eu lieu en avril, les jeunes se sont mobilisés, en fait, même on va dire avant ça, se sont mobilisés sur la construction du projet avec le partenaire, la réponse aux besoins, la définition des objectifs, la capitalisation d'expérience, et puis bon, voilà, le montage de dossiers de subvention, etc. Et donc, les jeunes sont partis du 6 au 22 avril 2019, hein, sur une durée de 17 jours. Donc à Fimela, hein, c'est à 170 km de Dakar, hein, dans la région de Fatick. Et donc voilà, et ils ont rencontré leur binôme, hein, qui était également mobilisé sur le chantier solidaire, donc des jeunes de la commune de Fimela, et en fait des enfants des femmes du groupement d'intérêt économique. Et le partenariat, en fait, cette première initiative, ce premier projet a impulsé une dynamique, puisque ça s'est globalement bien réussi, hein, ça a été une immersion réussie. Le projet a été co-construit, donc une relation de confiance s'est créée avec le partenaire. Et donc, du coup, ce premier projet en a impulsé un deuxième, avec voilà, d'autres jeunes sur d'autres objectifs, qui se rapportaient, lui, pour le coup, par l'association Coup de pouce, qui est à vocation internationale, et voilà, qui va nous permettre en fait de pérenniser ce partenariat-là sur différents types de projets à l'avenir. Ok.
du coup, voilà, après le retour des jeunes, un peu quel bilan sur le projet, quel bilan pour les jeunes? Tu as déjà un peu parlé de Ouais. comment ils avaient ressenti un peu le déplacement, mais du coup, voilà, quel bilan un peu vous faites de tout ce projet, toute cette activité qui a été mise en place? Alors c'est ce que j'expliquais, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui ont vécu cette expérience comme une opportunité unique et qui ne souhaitent pas la renouveler, mais qui ont développé des compétences qu'ils n'auraient pas eu l'occasion de développer. Donc ça, c'est un premier bilan positif. Un deuxième bilan positif, donc c'est des jeunes qui sont revenus transformés et qui ont souhaité poursuivre l'aventure à travers d'autres dispositifs de mobilité internationale. Et là, pour le coup, en fait, ça ouvre tous les champs des possibles. Et c'est un autre retour positif. Le bilan aussi, c'est un partenariat qui va être renouvelé. Ça, c'est quelque chose qui était en fait nécessaire. Le bilan aussi, c'est pour les jeunes sénégalais, hein, qui a été également positif, puisque malgré le fait qu'ils étaient de FIMLA, ils ont découvert en fait ils ont redécouvert leur territoire. Puisqu'il y a eu le chantier, mais il y a eu aussi des échanges interculturels et des visites culturelles. Et donc, certains jeunes n'ont pas eu la chance auparavant, en amont de ce chantier, de pouvoir réaliser certaines visites culturelles, hein, et là, ça a été le cas. Et ils ont pu aussi valoriser leur culture, faire tomber certains préjugés, hein, donc ça a été important aussi. Le bilan, c'est que c'est pas facile et que avec du recul, on fait certaines erreurs, mais la seule chose qu'il faut retenir, c'est de s'appuyer sur les partenaires et notamment sur le parrain, qui est hyper important, hein, puisqu'il a été là aussi, comme Juliette l'avait expliqué, sur la préparation au départ, la préparation culturelle qui est indispensable. Il a été là pour relire les différents dossiers de subvention, pour aider à co-construire le projet aussi, puisque on était débutants et les conseils étaient bons à prendre. Et le bilan aussi qu'on peut faire, c'est que la valorisation, elle est hyper importante. Et ce qui est important, c'est de la préparer bien avant la mobilité en réalité. Et pas se dire, voilà, on fait la mobilité et on verra. Non, au contraire, si on ne l'a pas anticipé, ça devient compliqué. Nous, ça a été compliqué puisqu'on est parti en avril et les étudiants partaient en juin. Donc, il fallait absolument réaliser les actions de valorisation entre le retour et puis leur départ. Donc, heureusement qu'on les avait anticipés parce que sinon, ça aurait été trop compliqué. Et ce qui est important aussi, c'est la communication avec aussi bien ses partenaires, son parrain, et la communication au sein du groupe, hein, sur la prise de responsabilité, sur qui fait quoi, et pour pouvoir en fait limiter la gestion de conflits et faire en sorte que tout se passe bien. Du coup, ça enchaîne bien du coup avec les dernières choses que tu disais. Peut-être est-ce que tu as encore quelques petits conseils à donner à d'autres porteurs de projets ou justement peut-être des choses que tu déconseilles vis-à-vis de votre expérience, voilà, des choses qu'il faudrait éviter ou qui ont bien marché, qui sont plutôt à conseiller. Alors, je ne sais pas s'il y a des représentants d'établissements scolaires, mais l'erreur peut-être que nous, on avait fait à l'époque, c'était de l'intégrer dans une formation. Ça n'a pas été facile. Donc, c'est vraiment de sortir de ce cadre-là, du cadre scolaire, et de le faire à côté. Donc, ça, c'est vraiment pour des initiatives qui sont portées par des établissements scolaires, donc d'où la nécessité d'avoir une association qui porte le projet. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est la préparation au départ et la préparation culturelle qui doit se faire vraiment en amont et qu'il faut pas passer à côté, hein. Ça, c'est hyper important parce qu'on accompagne des jeunes qui ont des préjugés, on accompagne des jeunes qui ne savent pas. On a des jeunes qui se font une image, et je reprends un peu l'image qui avait été utilisée, hein, on va sauver le monde, alors que c'est pas du tout cette notion-là qu'on veut faire qu'on veut transmettre.
Donc ça, c'est hyper important. Ce qui est important aussi pour moi, c'est l'implication des jeunes au niveau des actions d'autofinancement. Donc ça, c'est ne pas compter uniquement sur les subventions publiques, mais bien voilà, investir les jeunes sur cette partie-là et investir les jeunes sur la communication et la communication du projet avant le départ et au retour du départ. Et tenir ses engagements, hein, puisque on mobilise des subventions publiques qui impliquent des engagements. Donc, par exemple, imaginons un monde meilleur auprès du département, on se doit de valoriser l'action auprès des structures financées par le département. Et puis aussi, c'est investir les jeunes après la mobilité, puisque une fois que la mobilité est réalisée, les enjeux ne sont pas les mêmes. Et l'intérêt, c'est qu'ils prennent part aussi à l'évaluation. Et l'évaluation, elle se fait avec le parrain, elle se fait avec les partenaires, elle se fait avec les binômes qui sont restés là-bas. Et ça, parfois, c'est pas forcément évident, puisque la mobilité, elle est réalisée et on ne voit pas l'intérêt parfois de la suite. Donc ça, c'est les petits conseils que je pourrais éventuellement donner. Ok, très bien. Merci. On va passer peut-être aux questions. S'il y a des personnes qui ont des questions, là, je vois qu'il y en a une déjà qui était postée, donc je vais la publier. Du coup, donc, si ce projet avait un lien avec leur cursus scolaire, est-ce qu'il y a une reconnaissance au niveau de l'éducation nationale, je sais pas, peut-être une attribution de crédit ou quelque chose comme ça? Alors, pour le coup, en fait, on ne fait pas partie de l'éducation nationale, mais du ministère de l'Agriculture. Donc, c'est un fonctionnement qui est assez différent. Mais pas du tout. Pas du tout. Alors, la seule chose, c'est qu'effectivement, ça s'intégrait dans leur cursus scolaire. Et il y avait un enjeu au niveau de leur diplôme, puisqu'ils passaient ça s'intégrait dans un module professionnel qui était évalué en contrôle continu de formation. Et donc, du coup, compter en fait pour l'obtention de leur diplôme. C'est la seule chose voilà, qui a pu impacter sur leur cursus scolaire, mais pas du tout de crédit, par exemple des crédits européens, CTS ou rien du tout. Non, pas du tout. Ok. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions dans le chat? C'est pour l'instant la seule question qui a été posée. Ouais, de toute façon, l'intervention était très complète. Hein, donc, j'ai pas énormément de questions. De toute façon, voilà, on arrive vers la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas si vous avez des dernières questions, que ce soit pour Pauline ou pour les autres intervenants que vous avez vus avant. Voilà, c'est le moment pour poser vos questions. Après, de toute façon, il y aura toujours la possibilité de rentrer directement en contact avec les intervenants par mail plus tard. Mais voilà, profitez-en. Si vous avez encore quelques questions, ouais, c'est le moment avant qu'on termine le webinaire. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Du coup, on va attendre un petit peu. Pas de questions, en tout cas des remerciements. Okay. Est-ce que la recherche de partenariat a été difficile? J'imagine votre partenaire étranger. Alors, pour le partenaire étranger, elle n'a pas été difficile puisque le CDSI nous avait mis en relation avec lui. Donc, heureusement, on va dire que le CDSI était là. La recherche de partenaire, elle peut être difficile si on n'est pas dans les réseaux en fait de la solidarité ou de la coopération ou de la mobilité internationale. Mais si vous savez vous entourer de partenaires, alors je pense par exemple à Liane Coopération, CDSI, à Cap Solidarité,
Ces partenaires-là, en fait, ils agissent pour ce type de projet et savent vous mettre en relation avec d'autres partenaires, que ce soit des partenaires techniques ou financiers. Et puis, ce qui est intéressant aussi pour la recherche de partenaires, c'est d'assister à des événements en région ou sur votre territoire qui sont à destination de la mobilité ou la coopération internationale. Et souvent, les partenaires y sont et c'est l'occasion d'échanger, de découvrir des appels à projets ou de découvrir des financements ou de capitaliser de l'expérience auprès d'autres jeunes ou d'autres structures qui ont pu bénéficier en fait de ces dispositifs-là. Mais en soi, si vous savez intégrer un réseau qui agit pour la coopération, la coopération ou la solidarité ou la mobilité internationale, globalement, c'est assez facile. Donc, effectivement, pour rebondir, n'hésitez pas, si vous êtes dans les Hauts-de-France, à contacter Liane Coopération ou d'autres structures relais. Et si vous êtes dans une autre région, à contacter les réseaux régionaux multi-acteurs qui ont souvent beaucoup de contacts et qui pourront vous relayer vers des structures pertinentes, que ce soit en France ou à l'étranger, mais qui pourront aussi peut-être nouer des partenariats avec vous. Voilà, ça fait partie des missions des réseaux régionaux multi-acteurs. Donc, il ne faut pas hésiter à les solliciter. Vous pouvez retrouver la liste des différents réseaux régionaux assez facilement sur Internet, normalement sur le site du ministère. Alors, dans le département de la Vienne, je ne connais pas bien le département de la Vienne. De manière générale, il y a des RRMA dans toutes les régions, sauf en Île-de-France où c'est un peu particulier. Donc voilà, Nouvelle-Aquitaine, il y a un RRMA en Nouvelle-Aquitaine qui est, j'ai oublié le nom, mais voilà, faut pas hésiter à chercher sur Internet directement. Au besoin, vous pouvez aussi me refaire un mail après le webinaire, je pourrais vous donner directement le nom et éventuellement un contact. Mais voilà, et de toute façon, il y a des réseaux régionaux dans toutes les régions et quasiment chaque RRMA a un pôle mobilité internationale ou coopération internationale qui pourra vous aiguiller et voilà, vous conseiller, vous mettre en lien avec d'autres acteurs. Donc, faut pas hésiter. Après, si vous êtes dans les Hauts-de-France, voilà, on a parlé de Liane Coopération en tant que réseau régional multi-acteurs, mais voilà, il y a la plateforme Ready to Move aussi, qui est un acteur clé sur le territoire pour vous mettre en relation avec différents acteurs sur le territoire, pour aussi vous accompagner dans le développement de vos projets. Donc voilà, faut pas hésiter à contacter ces structures relais. Du coup, je pense qu'on n'a pas d'autres questions. Donc, avant de clôturer définitivement ce webinaire, je vais repasser une petite enquête, un petit sondage comme tout à l'heure, où je vous inviterai à y répondre. L'idée pour nous, c'est d'avoir un peu votre ressenti sur le webinaire, savoir si vous étiez satisfait par le contenu. Savoir si voilà, il y a d'autres sujets qui peuvent vous intéresser et si vous avez éventuellement des remarques, nous ça nous permettra par la suite d'améliorer soit le format ou de proposer des choses qui sont au plus proche de vos attentes pour les prochains webinaires qu'on compte organiser avec la plateforme Ready to Move. Voilà, n'hésitez pas à y répondre. Et puis je vous remercie tous pour votre participation. Je remercie encore nos différentes intervenantes aussi pour leurs intentions de qualité. Et voilà, je vous remercie à tous pour votre présence. Et on va encore rester connecté quelques minutes. Donc n'hésitez pas, si vous avez une toute dernière question, on pourra peut-être la passer. Mais sinon, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée.
Pour ceux qui se posent la question, parce que des fois c'est le cas, mais si vous voulez quitter le webinaire, il faut fermer directement la fenêtre par la petite croix en haut à droite ou en haut à gauche, ça dépend de votre navigateur, mais souvent on a la question qui revient de personnes qui cherchent comment fermer la fenêtre, enfin comment quitter le webinaire, il suffit juste de fermer la fenêtre. Donc je rappelle juste pour finir, on vous renverra bien sûr le PowerPoint et le lien vers le replay et ainsi que les différents documents dont on a pu parler. Et vous pourrez retrouver de toute façon toutes les ressources sur le site de Ready to Move. Et n'hésitez pas à consulter régulièrement le site de Ready to Move, Lien Coopération, pour être au courant des futurs webinaires qui seront organisés. Du coup, comme je vous dis, on essaiera d'en organiser à peu près un par mois pour vous présenter des dispositifs différents à chaque fois. Donc, ça pourra vous aider et vous permettre d'avoir quelques informations pour développer vos projets, pour en apprendre plus sur différents financements. Ok, donc je vois qu'on n'a pas d'autres questions. Donc voilà, je vous remercie encore pour votre présence et je vous remercie de voter du coup sur le petit questionnaire. Voilà, ça nous aide beaucoup pour pouvoir ajuster notre action et essayer de s'améliorer, de rendre le contenu toujours plus pertinent. Donc voilà, merci encore. Et du coup, je vais désactiver ma caméra et mon micro. Je vais vous laisser finir de répondre au questionnaire et quitter le webinaire. Et je vous souhaite encore à tous une bonne fin de journée.